Donc j'ai planté ma boîte lamentablement après avoir fait toutes les erreurs que j'aurais pu faire. Je me suis juré de ne plus jamais remonter une boîte et en fait 6 mois après, j'ai remonté une boîte. Et je voudrais l'accueillir s'il vous plaît avec un tonnerre d'applaudissements, Carole Juge s'il vous plaît. Salut tout le monde, je suis vraiment ravie d'être là et merci à toi de m'avoir invité. Bah, tu rigoles, avec grand plaisir. Donc né en Auvergne, avec des parents, qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre ? Il y a plein de choses. C'est-à-dire que je vais faire mon doctorat. Enfin, je commence à faire un master aux États-Unis. Ensuite, je fais un doctorat aux États-Unis. Comme dit Anto, tu vas chercher des bourses, des machins, parce que t'as pas d'argent, donc tu fais des études gratuites avec des bourses, des trucs pour t'en sortir, parce que mes parents avaient pas les moyens de me payer des écoles à 20 000 balles l'année. Donc tout ça en système public. Quand je rentre en France en 2010, ma grand-mère était costumière de théâtre, donc je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais petite. Je rentre en France en 2010, on me propose un rôle. Donc je me remets à faire du théâtre. Donc la journée j'étais prof, le soir j'étais comédienne, donc c'était assez rigolo. Et puis un jour, moi ça me faisait marrer. Et un jour en fait j'ai un gros accident de cheval et j'ai failli perdre en fait mon bras droit. T'es passionné de cheval. Mon bras était ici, vraiment littéralement ici, ça fait très mal. Et je me retrouve enfermée chez moi pendant 6 mois, interdiction de sortir. Pour une raison simple, c'est qu'en fait habitant en Paris, je pouvais pas prendre les transports en commun parce que mon bras n'était toujours pas fixé. Et donc, en gros, je pouvais pas sortir de mon arrondissement. Donc, le confinement, je l'ai déjà vécu avant. Et là, au bout d'un moment, donc, t'as le bras collé contre toi, évidemment ton bras droit, parce que sinon, c'est pas drôle. Je suis droitière. Et donc là, au bout d'une semaine, j'ai regardé l'intégrale de Friends. Après, je me dis, il reste 5 mois plus 3 semaines. Ça va être très long. Et j'avais eu une idée d'une boîte, mais parce que j'ai plein d'idées comme ça. Et je me suis dit, tiens, si je montais cette boîte. Vraiment comme ça, quoi. Parce que je me dis, mais en fait, sinon, je vais péter un câble toute seule chez moi. Et donc là, je fais la seule chose que je sais faire. J'achète des bouquins, je lis des bouquins. Et je lis, je crois, peut-être 10 bouquins sur l'entrepreneuriat, comment monter sa boîte, machin. Et les choses que je sais faire dans ma vie d'avant, c'est lire des choses, écrire des choses. Donc j'écris, je réfléchis au business plan pour ma première boîte. Et à la fin de mon confinement de bras, je commence à chercher un cofondateur sur des réseaux, tu vois, genre Nouma à l'époque, c'est un réseau d'entrepreneurs. Ils avaient une petite maison dans Paris, ils faisaient des apéros pitch pour que tu viennes présenter ta boîte, tout ça. Et voilà, et donc en fait, comme ça, un peu sorti de nulle part, je rencontre un gars, je me dis vas-y viens, on fait une boîte, ça se passe pas bien. Conflit entre associés, c'est tellement fréquent, mais ça fait aussi partie de la vie. Et c'est vrai que je me retrouve comme ça à monter ma première boîte, vraiment par hasard. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables et que je l'ai bien plantée. C'est quoi le nom de la boîte? C'était quoi que tu avais lancé? J'avais lancé une boîte qui s'appelait Mommyville. Alors, le fun fact, c'est qu'en fait, j'étais pas maman. Tout ce temps-là, même quand j'ai lancé June, j'étais pas maman. Je suis maman depuis 9 mois et demi. Donc, autant dire que rien à voir. Et en fait, je lance Mommyville. Pourquoi? Parce que en 2004, quand je fais mon master aux États-Unis, Facebook vient de se lancer. Et je fais partie des premières Françaises à avoir été sur Facebook. À l'époque, c'était un réseau qui était réservé aux étudiants universitaires qui étaient physiquement aux États-Unis. Et donc, j'avais un Facebook. Et à l'époque, on avait un moteur de recherche interne pour chercher dans les autres universités les gens qui étaient comme nous. Donc, typiquement, qui étudiaient la même chose que nous, qui faisaient les mêmes études, le même sport. Quand ils ont ouvert le réseau Facebook au réseau d'entreprises, etc., ils ont enlevé ça. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, les mecs des réseaux d'entreprises se servaient de ça pour aller draguer des petites nanas dans les facs. Donc, ils ont enlevé cet outil-là, qui était vachement utile, qui te permettait de te créer un sous-réseau à l'intérieur de Facebook. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'avoir ça pour les mamans. Comme ça, les mamans pourraient se retrouver en fonction des critères qui sont intéressants pour elles. Pas juste, t'accouches le même mois, mais t'es dans la même région, t'aimes les mêmes choses, t'as les mêmes passions. T'as créé une sorte de hub, de site internet pour que les femmes puissent se retrouver. Et donc, tu l'as planté complètement? Complètement, mais vraiment. Parce que j'avais pas de business model. Faire payer un réseau social, ça me paraissait complètement con. Personne va payer. Alors, on est en France, les gens n'aiment pas forcément payer pour avoir le droit d'aller parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu entends par ne pas avoir un business model? Parce que pas tout le monde comprend ça. En gros, j'ai pas de moyen de faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire que c'est l'archétype des startups. On voit ce dont on parle dans la presse, on parle de boîtes qui lèvent 300, 400, 600 millions d'euros. Derrière ces levées de fonds se cachent quoi? Des boîtes qui n'ont pas de business model, c'est-à-dire des boîtes qui n'ont pas de moyens de faire de l'argent pour tous les mois.
ce qu'il dépense soit couvert par ce qu'il gagne. Et cette course un petit peu sans fin vers la levée de fonds, c'est un truc qui donne une image du monde des startups comme quelque chose d'assez peu réaliste. Et j'ai fait cette erreur-là sur ma première boîte. Je me suis dit, c'est pas grave, tu t'en fous, t'as aucun moyen de gagner de l'argent, c'est pas grave, lève des fonds. Parce que de toute façon, tout le monde le fait. Et tu regardes la couverture des Échos, tous les jours, il y a un nouveau mec qui a levé encore plus d'argent. Et malheureusement, c'est pas si facile que ça de lever des fonds, surtout quand t'es une femme, surtout quand t'es toute seule. Et donc voilà, j'ai planté ma boîte lamentablement après avoir fait toutes les erreurs que j'aurais pu faire, embaucher les mauvaises personnes, vouloir un produit parfait, ne pas écouter les conseils, voilà, tout ça, j'ai tout fait et je me suis bien plantée et je me suis juré de ne plus jamais remonter une boîte et en fait 6 mois après, j'ai remonté une boîte. Ah, on peut applaudir, t'as pas lâché. Qu'est-ce qui fait que tu t'es planté, tu dis plus jamais, est-ce que ça va être douloureux, et qu'est-ce qui fait que t'as voulu remonter? Est-ce que d'un coup t'as commencé à aimer entreprendre? Ce qui fait que j'ai voulu arrêter, c'est que j'étais interdit bancaire déjà. Ça aide. Non, mais c'est un peu humiliant quand même parce que j'avais 32 ans à l'époque. À 32 ans, toutes mes copines, elles étaient quasiment toutes mariées, elles avaient quasiment toutes des gamins, elles avaient des jobs sécures. Moi, j'étais prof à la fac, je gagnais 1 750 € par mois en étant prof à la fac avec bac plus 10, donc autant te dire que c'était pas énorme. Et c'est vrai que tu te retrouves interdit bancaire, ta grand-mère doit t'envoyer des chèques, ta mère doit t'envoyer des chèques, et à 32, 33 ans, c'est quand même très humiliant. Alors ça te remet les pieds sur terre, tu te dis la vraie vie c'est comme ça. Et là tu te dis non, tu peux pas remettre ça quoi, tu remets pas une pièce, c'est trop dangereux, c'est trop machin. Et pourquoi j'y retourne? Parce que si tu le fais pas, tu t'emmerdes. Je vais dire un truc, depuis que j'ai lancé mes boîtes, même la première qui s'est plantée, je ne me suis pas levée une seule fois le matin en me disant fais chier, faut aller travailler. Ça ne m'est jamais arrivé. Il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où je suis malade, et je me dis pas génial, avec ma grippe je vais aller bosser. Non, mais jamais je me dis aujourd'hui vraiment j'ai pas envie d'y aller, ça me fait chier, ça ne m'est jamais arrivé et c'est pas du bullshit. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à lancer June? Pourquoi t'as lancé June? Comment est venue l'idée? Pourquoi j'ai lancé June? C'est très con. En fait, de ma précédente boîte, il y a une seule chose que j'avais comprise. J'ai appris plein de choses sur le produit, puis j'ai appris qu'il fallait pas faire de mauvaises concessions et qu'il fallait être très 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 honnête avec qui tu es, qui tu veux être, et te dire en fait je vais aller là. Et il y a toute ta vie des gens qui vont essayer de te dérouter entre guillemets en disant mais non peut-être c'est bien, peut-être ça. En fait si toi tu sais où tu veux aller, tu dis en fait je m'en fous, je vais là-bas, ça te plaît pas, c'est pas grave. Ça c'est la première chose que j'ai apprise. La deuxième chose que j'ai apprise, qui est très liée au produit, c'était que les parents avaient beaucoup d'interrogations sur les produits qu'ils utilisaient au quotidien. Dans le monde il y a 30 ans, 40 ans, tu faisais des enfants, tu étais proche de ta mère, de ta sœur, de tes cousines. Et quand à nos âges, tu découvrais pas ce que c'était qu'un nourrisson pour la première fois le jour où t'en avais un. T'avais forcément aidé quelqu'un, etc. Dans le monde un peu plus moderne, c'est plus difficile. Parce que on vit loin de nos familles, on n'a pas forcément tous des enfants de même âge, l'âge du premier enfant est repoussé beaucoup. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand tu as ton enfant pour la première fois, tu te poses plein de questions. Parce que ton enfant, tant que c'est pas un adulte taille miniature, qu'il a pas 2-3 ans, il fait que des choses différemment. Il mange pas pareil, il dort pas pareil, il s'habille pas pareil. Et donc ça génère plein de questions. Et la source préférée d'information des parents, c'est le médecin. Mais sauf que le médecin, c'est pas un coach en parentalité, c'est un médecin. Donc tu vas le voir quand ton gosse il est malade. Et si ton gosse est pas malade et que tu veux pendant une demi-heure lui poser des questions, et qu'est-ce qu'il mange et machin, et est-ce que ça c'est bien mis, et est-ce que le bain c'est telle température, il y a quand même bien 90% de chances que le médecin te dise je suis pas là pour ça. Et il y a donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur internet. Et alors sur internet, tu trouves tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui va dire fais ça, quelqu'un qui va dire exactement l'opposé. Et donc ta charge mentale, elle grossit. Et tu sais plus quoi faire. J'avais pas d'enfant à l'époque, mais j'avais compris ça. Donc je me suis dit, on va faire une boîte qui va être tellement transparente dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on va montrer, qu'en fait les gens n'auront plus à se poser de questions. Aujourd'hui on fait plein de produits. On s'est lancé avec des couches, des lingettes et des produits de change pour l'enfant. La couche c'est un produit sur lequel tu n'avais aucune législation. Il y a un acteur industriel au monde qui gère 50% du marché partout à travers la planète, un lobbying assez intense pour expliquer au pays que ça sert à rien de faire des régulations sur ce produit. Donc tu peux faire absolument ce que tu veux. Ce qui fait que tu avais des produits historiquement sur le marché avec des résidus de produits toxiques à l'intérieur, machin. Tout de pétrole et compagnie. Exactement. Donc je me suis dit, on va essayer de s'imposer un niveau d'exigence très très élevé, comme s'il y avait une loi, alors qu'il n'y en avait pas. Et donc on va faire ce produit-là, là où tous les produits étaient plutôt là. On va faire le produit qui est ici. Ça va coûter plus cher, ça va prendre plus de temps, ça va être plus difficile, mais
on va faire ça. C'est ce qu'on a fait. Et derrière, pour pas juste que ça soit du bullshit marketing, on a dit, très bien, on va tout montrer. On va montrer les photos des usines, les vidéos des usines, les analyses de nos produits. Transparence totale. Transparence totale. On explique même comment on marche sur le produit, tu vois. Donc, on va vraiment très très loin dans la transparence. Et ça a vachement bien marché. Parce que les gens avaient envie de voir. Ils ont envie qu'on leur dise qu'est-ce qui se passe quand la porte, elle est ouverte. Donc, tu penses que c'est un des secrets du succès de June? C'est vraiment le bio de demain. Maintenant, quand tu achètes un avocat bio, peut-être qu'il vient du Pérou, en fait, c'est pas bon pour l'environnement. Alors que si on est capable de te dire, là, c'est un produit que je fais venir d'à côté en Île-de-France ou dans la Somme, tu as l'information. Et après, en tant que consommateur, tu prends la décision que tu as envie de prendre. Tu as le droit de dire, moi, l'environnement, franchement, je m'en fous, je veux avoir un avocat, mais tu as l'information et tu prends ta décision en étant informé. Quand les gens sont éduqués, c'est-à-dire qu'on leur a donné la connaissance, et c'est ce que tu fais, tu donnes à tous ces gens la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance que tu as de toi ou des autres, c'est un truc qu'on ne peut jamais t'enlever, qui t'appartient pour toute la vie. On peut applaudir pour ça, magnifique. Excellent. Yes. C'est top ça. Qui sont quand elle parle de son entreprise, elle s'anime, hein, qui voit ça, qui sent la passion de l'entrepreneur. T'as l'impression qu'il y a les ailes qui sont en train de s'envoler. Donc maintenant, petite question, toi t'es mère depuis 9 mois, c'est ça? Ouais. Beaucoup de femmes se disent, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ma vie n'a pas changé. Mon organisation a dû s'adapter. Au lancement de June, Anthony et moi, on a lancé nos boîtes un peu en même temps. Et en fait, on a eu au tout début un coach qui s'appelle Adrien. Moi, j'ai gardé longtemps. Anthony a pas travaillé très longtemps avec lui, qui nous a mis exactement sur le même rythme. Donc quand j'entendais avant Anthony parler de son rythme, le lundi matin, je fais ça. Le lundi après-midi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Machin. Chez moi, c'est pareil. Et en fait, quand tu as une organisation qui est extrêmement militaire dans ton quotidien, que ça soit perso ou pro, parce que finalement, comme on bosse énormément, les deux sont très liés. Je sais le lundi à 8h30 ce que je fais, je sais quel jour je vais au sport, je sais combien de temps. Quand tout est organisé comme ça, t'as la place pour tout faire. Et tu te libères ton esprit aussi de qu'est-ce que je vais faire. Exactement. C'est-à-dire que tu t'enlèves toute cette charge mentale de te dire « Ah, comment est-ce que je vais faire ça parce que machin ?» Ça te soulage et c'est ce qui te permet de pouvoir grandir à cette vitesse-là. Le truc excitant des startups, c'est que tu grandis très vite. Donc, il faut absorber des vagues de croissance qui sont assez violentes. C'est un sport de haut niveau, hein. C'est un marathon que tu cours comme un sprint tous les jours. Donc ça fatigue très vite. C'est pour ça que tu vois, Anthony fait beaucoup de sport, il mange hyper sain. Enfin, on est tous un peu pareils, quoi. On fait tous un peu les mêmes sinon, choses. tu tiens pas longtemps, quoi. Mais sinon tu tiens pas, sinon tu brûles. Et en fait, il y a rien de pire en start-up. Une fusée, tu allumes le truc, elle décolle de ouf, et puis en fait, elle explose en vol tellement le truc est pas bien. La rigueur et la méthodologie derrière fait que c'est faisable. Les gens me disent tout le temps, ouais, mais ça t'enlève de la spontanéité. Oui, c'est sûr que quelqu'un m'appelle à 18h30 en me disant, vas-y, viens, on prend l'apéro en terrasse. La réponse sera systématiquement non. À 18h30, je récupère mon enfant à la crèche, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Maintenant, on m'aurait posé la question il y a 6 mois, enfin 11 mois, j'aurais peut-être pu dire oui, mais en même temps, à l'époque, j'avais d'autres choses sur mon créneau à 18h30. C'est pas non plus un truc qui peut fonctionner indéfiniment. Et surtout, la sérénité intellectuelle que tu gagnes en ayant une organisation vraiment très stricte, ça compense, entre guillemets, la perte de ce côté... faisons un truc là dans la seconde et toi t'es obligé de dire non. Et en plus, ça t'apprend à dire non. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Savoir dire oui avec conviction, savoir dire non avec conviction sans avoir systématiquement le besoin de s'excuser. C'est important de savoir dire non. Et ça, je pense que c'est un truc que tu apprends quand tu gères ta vie avec une certaine autorité, une certaine rigueur. Ça, c'est génial. Savoir dire non, mais c'est top. J'avais lu, c'est plus tu montes en termes de succès, le plus tu dois être capable de dire non. On l'applaudit, Carole, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.